Je suis la médiatrice interstellaire, Sol 13, Terra 3, moine de forêt, professeur universitaire, mère et auteur. Respect et amour. Salutations. Ceci est la deuxième action d'une série de 12, une action par mois pendant un an. L'action 2 est composée de 3 vidéos dont les titres sont 2.1 La vie et la norme dans l'espace, 2.2 Les tapis roulants sociétaux, 2.3 La clé universelle. Ce sont 3 courtes présentations qui ont été composées pour vous préparer à l'action 3 et aux événements des 5 années à venir. Je m'adresse au peuple de la Terre. Je m'adresse à toute la population. Citoyens lambda, hommes, femmes, présidents, militaires, scientifiques, religieux, professeurs, travailleurs, personnes au foyer et chômeurs. Je m'adresse à tous, car vous êtes tous concernés. Je m'adresse à vous qui m'écoutez directement. C'est un message personnel. Reprenons où nous en étions et à la question: quelle est la raison pour laquelle toute la population terrestre s'accroche à ce concept d'un vide cosmique si total que seule cette minuscule molécule qu'est la Terre, au regard des milliards de galaxies qui composent l'univers, serait l'unique biotope viable d'une vie si fertile et si prolifique. Ensemble, vous et moi, essayons de comprendre pourquoi la population mondiale s'accroche à ce concept si déraisonnable et insensé qu'il fait perdre toute notion de sens commun, d'esprit critique, scientifique ou de logique. Le vieil homme, dans l'avion de l'action 1, représente la race humaine sur Terre, c'est-à-dire vous. L'avion représente la Terre. La Terre tourne sur elle-même et sur son axe à la vitesse de 1600 km/h. Comparez cette vitesse à celle de votre voiture, 100 km/h, pour en avoir une meilleure estimation. La Terre tourne aussi autour du Soleil à 100 000 km/h, 100 000 km en 1 heure, alors que vous effectuez 100 km en 1 heure en voiture. Le Soleil orbite autour du centre de la Voie lactée à 850 km/h et la Voie lactée navigue à près de 2,3 millions de km/h, soit 630 km/s, c'est-à-dire presque la longueur de la France, en 1 seconde. C'est tout l'ensemble Sol 13 et les planètes qui l'entourent qui spiralent dans le cosmos à 850 000 km/h. Par conséquent, vous devez réaliser que votre avion, le seul véhicule spatial dont vous disposez pour l'instant et dans lequel vous vous trouvez, la Terre, n'atterrira jamais. C'est impossible. Votre avion est donc en plein vol et votre vision est distordue, elle est anamorphosée. Vous ne voyez l'extérieur de l'avion qu'à travers des filtres déformants. Vous ne savez pas qui sont les autres passagers. Vous ne comprenez pas encore très bien l'organisation interne du vol. Vous ne savez pas quels sont les vrais pilotes et copilotes. Vous n'avez visité les soutes qu'au travers de mythes. Vous ne connaissez du contenu des bagages que ce que les news vous racontent. Votre avion est en train de traverser une méga zone de turbulence et vous ne savez fichtre pas ce qu'elles sont et à quoi elles sont dues. En fait, il faut dire les choses comme elles sont. Vous ne savez pas grand-chose.
Vous ne savez même pas que vous volez ou dans quelle direction vous vous dirigez. Vous savez juste que vous êtes sur un trajet qui vous mène de la naissance à la mort et vous n'avez même pas non plus la maîtrise complète de ce trajet. Et vous n'avez même pas non plus la maîtrise complète de ce trajet. Et bien évidemment, d'aucuns, égaux devant, réagiront immédiatement en affirmant qu'ils sont des scientifiques érudits ou des êtres vibrationnels, qu'ils sont interdimensionnels, qu'ils sont lumière, amour, paix et tutti quanti. Mais mes amis, la conséquence évidente de ce vol interstellaire est que vous ne pourrez jamais sortir de l'avion par voie d'atterrissage. L'avion, la Terre, n'atterrira jamais. Votre vaisseau vogue, que vous le vouliez ou non. Vous y êtes un passager, vous êtes un invité sur un vol commercial de très courte durée. Découvrons maintenant ensemble l'endroit où vous vous trouvez, l'intérieur de l'avion, la structure, les passagers, les pilotes, l'organisation, les lois. Ce bâtiment est un caisson pressurisé. C'est un bâtiment modèle qui offre un maximum de sécurité pour les passagers et surtout pour prévenir les sorties en plein vol. Elle est si sécurisée que personne ne peut en sortir. Les passagers, comme le vieil homme, y sont nés. Ils ne connaissent rien d'autre que l'environnement intérieur de cet avion. L'isolement est total et la vie y est très structurée, ce qui oblige les passagers à suivre scrupuleusement les règles et les lois édictées qui obéissent à cet environnement d'isolation. À l'intérieur, il existe des classes, des groupes, des communautés, des factions et des gangs. Les passagers ne jouissent que des droits et des lois édictés par les gangs qui s'y forment et évoluent en constante compétition pour l'acquisition de pouvoir et d'argent. Ces gangs sont les maîtres de l'organisation dans l'ombre et ils tirent toutes les ficelles et pour maintenir les passagers sous leur contrôle, ils les divisent ou les dressent les uns contre les autres. Les blancs contre les noirs, les hommes contre les femmes, les jeunes contre les vieux, les citoyens contre les gouvernements, les hispaniques contre les Chinois, les Américains contre les Russes. L'homophobie, le racisme, la discrimination, les guerres, les conflits, le terrorisme, les pandémies, les drogues, la misère y font rage. Et les communautés religieuses s'entretuent dans des guerres noires, les communautés scientifiques et les peuples dans des compétitions idéologiques interminables et dévastatrices. La violence qui y sévit, ainsi que les exigences de soumission à une discipline rigide et impersonnelle, la nécessité d'échapper aux dangers de la vie quotidienne, la domination, la cruauté, amènent les personnes qui y séjournent, les passagers, à développer, sans en être conscients, des symptômes post-traumatiques, les transformant en communautés carcérales paralysées par la peur. Sous le joug de la peur, le symptôme principal, qui est la dualité, devient le mode de vie et d'être, génération après génération, qui les adoptèrent sans s'interroger, par consensus et par tradition. Certaines factions annoncèrent un jour que pour le bien-être des passagers, ils allaient créer un théâtre à l'intérieur de l'avion. Ils l'appelèrent le théâtre de la vie. Tous les passagers étaient ravis, surtout avec les nouvelles technologies qui firent leur apparition fort à propos. L'Internet, le téléphone portable, les réseaux sociaux, la domotique, les intelligences artificielles. Malgré tous ces progrès, la vie à l'intérieur de l'avion continuait à y être routinière. On naît, on apprend,
On s'adapte, on grandit, on obéit, on s'amuse, on rit, on aime, on vieillit et on meurt. Point final. Au moment de la naissance, on célèbre votre droit d'acheter votre ticket pour entrer dans le théâtre. C'est en effet un haut privilège qui a sur vous un droit de vie ou de mort. La caissière fait tourner le tiroir caisse et empoche votre argent. Chaque passager entre dans le théâtre et s'assoit à une place numérotée et réservée. Il regarde le spectacle seul, en famille ou avec des amis. D'autres y participent en tant qu'acteurs car il y a beaucoup de débouchés: éducation, sciences, religion, culture, technologie, politique, nature, espace et ufologie. Les agendas et les programmes les plus vénérés sont les programmes religieux et ceux sur la conquête de l'espace qui le présentent comme un vide intersidéral que vous appréciez vraiment d'être vivant sur Terre, quelque chose d'infiniment exceptionnel, un privilège dont vous êtes redevable, étant donné l'unique situation de la Terre à arborer la vie dans cet immense univers présenté comme glacial et sans vie. Et pour corroborer ces faits, les directeurs du théâtre ont mis en place des agences spécialisées qui démontrent à coups de télescopes géants dirigés vers l'infini de l'espace et auxquels eux seuls ont accès par une brèche dans le cockpit, que telle est la situation. Tous les passagers y adhèrent puisque soit ils sont trop occupés à travailler sans relâche pour payer leur ticket d'entrée, soit ils n'ont pas l'intérêt ni le courage de remettre en cause ce qui leur est présenté, ou encore ils croient dur comme fer que c'est ça la vie, parce qu'on leur dit que c'est prouvé par A plus B par la science. Et puis, mieux vaut ne pas faire de vagues pour ne pas être licencié, n'est-ce pas? D'ailleurs, personne ne fait attention. L'espace, les races interstellaires, les extraterrestres, c'est considéré comme superflu et idiot, de la foutaise comme disent les plus éduqués. La vie avec l'Internet, les réseaux sociaux, les découvertes fantastiques sur le cosmos et tout ce qui entretient le plaisir personnel a rendu la vie plus supportable, mais profondément ignorante des faits réels. Chaque année, et jusqu'à la fin de leur vie, les passagers vont renouveler le règlement de leur ticket d'entrée au prix d'un dur labeur et de peu de droits. On appelle ce paiement les impôts sur les revenus. Les passagers qui ne peuvent pas payer leur ticket d'entrée restent à l'extérieur du théâtre. Ils meurent de faim, de misère, d'isolement, de drogue, de violence, d'abus sexuels, de domination et de tout ce que vous connaissez. Pendant le spectacle, et alors que tout le monde est occupé à discuter des quelques petites lumières ionisées d'un UFO sur l'horizon d'un ciel obstrué de particules métallisées, l'argent amassé par la caissière est viré sur les comptes des coulisses. Et certaines factions, plus au top que d'autres, mirent en place la construction de vaisseaux spatiaux avec des moteurs à propulsion très avancés et des technologies qui dépasseraient votre imagination, même aujourd'hui. Le spectacle le plus grandiose que tout le monde adore et qui rencontre un succès planétaire s'appelle La conquête de l'espace. Il est au top 4, juste avant le programme religieux, souvent regardé le dimanche, le programme scientifique proposé dans des documentaires ou le programme pornographique nocturne. Le programme Conquête de l'espace propose nombre de films et de shows de type Star Trek avec des fusées à combustion si frêle qu'aucune ne tiendrait le vol
au-delà de 400 km dans l'espace. Les extraterrestres ont beaucoup de succès et il y en a pour tous les goûts. L'intraterre, la Terre plate, des aliens verts, des gris, des blancs et l'argent de la caissière, allant et venant, avec perte et beaucoup de profit, est utilisé pour toutes sortes de programmes, aux frais de la santé mentale, psychologique, spirituelle et économique des contribuables. Pendant ce temps, le vieil homme, vous savez, celui qui avait glissé en première classe, fort de son nouveau statut divin, revint en classe économique et clama à qui voulait l'entendre qu'il avait eu une révélation. Il présenta l'idée, ô combien saugrenue, qu'il avait eu un contact télépathique avec des êtres de lumière qui n'étaient autres, bien entendu, que les anges de son Dieu. Il affirma qu'il était dorénavant absolument convaincu qu'il y avait un extérieur à l'avion. Les plus grands analystes de son monde, choqués mais vénérant sa parole, se mirent immédiatement au travail et réalisèrent à coups de chiffres, d'équations scientifiques élaborées ou de formules statistiques très avancées que c'était la logique même. Mais bien sûr, pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt? Mais bien entendu, s'il y avait un intérieur à l'avion, c'est qu'il y avait aussi un extérieur, non? Ils appelèrent ces deux environnements complémentaires ou opposés, intérieur et extérieur, ou paradis et enfer, yin et yang, dal et dern, les pôles négatifs et positifs de Tori, ou présentèrent des modèles encore très controversés comme celui d'univers gémellaire ou d'univers anti-univers. Ils se regroupèrent tous en pôles d'intérêt autour d'apprentis chamans ou en groupes de gourous, érudits scientifiques, mystiques, métaphysiques, ésotériques et ufologiques. Ils apprirent tous la télépathie et commencèrent eux aussi à expérimenter des downloads mentaux et des contacts venus d'un autre monde. Les plus ufologistes d'entre eux analysèrent les éléments à leur disposition, extraits de bases de données gouvernementales militaires secrètes, et leurs analyses servirent de preuves incompressibles. Tout le monde en était certain maintenant, il existait bel et bien des mondes parallèles, des synchronicités inexplicables, des brahans et des multivers. Des décennies passèrent, et après maintes recherches, et grâce aux passagers les plus fous ou les plus courageux, qui créèrent un passage dans le toit et osèrent faire un plongeon dans l'inconnu, le vide, l'abysse, ils découvrirent avec stupeur leur environnement extérieur. La première chose qu'ils distinguèrent, de manière plutôt trouble, comme s'ils voyaient un mirage un peu tremblant, fut une étendue plane comme une sorte de miroir. Ils comprirent, après maintes analyses de spécialistes, qu'il s'agissait d'une étendue d'eau. En haussant la tête, ils virent au loin un long passage futuriste de couleur rouge. Sur l'autre rive se trouvait une ville magnifique, éclatante de 1000 feux, vivante et foisonnante. Ils l'appelèrent la ville éthérique de François parce qu'elle semblait flotter sur l'eau. Plus tard, après être sortis et avoir finalement atteint cette ville, ils virent derrière eux, en se retournant, qu'ils étaient sortis d'une prison ultra sécurisée pour l'époque, que l'on appelle la prison d'Alcatraz, sur l'île du même nom, dans la baie de Saint-François, la baie de San Francisco.
la terre ne peut atterrir. Vous ne pouvez que vous affranchir.